Quincy et Shinigami, comme piégés dans les méandres de la destinée, sont voués à se tendre la main comme cela déchiré. Il y a longtemps, un puissant capitaine tomba amoureux d'une noble héritière. Un amour interdit était né sous la pluie. Depuis, un garçon attend de connaître ses véritables origines. Bienvenue à tous dans l'analyse détaillée du 11e épisode de la saison finale de Bleach. Si vous pensez avoir loupé des détails importants pour la suite de l'œuvre, que vous soyez expert du manga ou que comme moi, vous découvrez les épisodes chaque semaine, vous êtes au bon endroit. On y arrive enfin. Everything But The Rain revient sur 20 ans de récits décousus, de foreshadowing incroyable et pas d'inquiétude, je suis là pour tout vous expliquer. Alors abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour être sûr de ne louper aucun épisode de Bleach à venir. Car vous êtes prêts, il est l'heure de retourner à cette nuit pluvieuse, celle de ce 17 juin. 頼む、ソウルソサイティを守ってくれ。黒崎一護、封じられしクイーンシーの王。運命を砕く力はきっと振り下ろされる刃に似ている。ちょっと待ってて、イチゴ。ダメ、イチゴ。Parlons bien, parlons de cette journée pluvieuse, de ce 17 juin précisément, de Everything But The Rain. Volume 60 de Bleach qui va du coup lui-même faire directement écho au 3e Memories of the Rain. Et, comme à mes habitudes, j'ai bien fait mes devoirs car regardez, j'ai ici rassemblé tous les éléments très importants, il est ici, nous permettant de comprendre un petit peu les révélations et enjeux liés à cet épisode de Bleach. Je tremble quand je vois ce qui a été écrit dans ce volume 3, je dis bien 3, à savoir qu'il a été publié au tout début des années 2000, que Ichigo a pas vraiment la même gueule que d'habitude, que c'était un petit peu encore les balbutiements de la Javel et que pourtant toutes les clés de compréhension étaient là. Je suis vraiment très agréablement surpris puisqu'il y a des choses qui ne s'inventent pas et on va les revoir aujourd'hui pour se poser les bonnes questions, pour se dire est-ce que Kubo avait tout ça en tête. Mais pour bien le saisir, du coup, faisons un rapide constat des éléments. Nous entrons dans le passé de Ichigo et de sa famille, à savoir notamment celui de Ishin, son père qui était du coup un Shiba et qui m'avait fait poser la question, sa mère est donc une Kurosaki. Et effectivement, c'est ce que nous apprenons dans cet épisode. Masaki, jeune femme, est en réalité sans doute la dernière descendante de la famille Kurosaki, qui est une famille noble Quincy. À savoir qu'il faut dissocier les Ert et les Gemirt. Et c'est ce sang de Gert qui va être primordial pour établir la lignée des Quincy au fil du temps. Oui, mesdames et messieurs, c'est avec Ryu, le père du coup de Ishida, que nous constatons que c'est House of the Dragons. Voilà, les Quincy vont devoir perpétuer leur lignée noble de sang pur. C'est vraiment l'idée, encore une fois, de se ramener vers l'Allemagne fasciste et du Troisième Reich, dont l'idéologie de l'Empire voulait qu'il existait une race supérieure, une race en tout cas au sang noble. Et toutes les raison nous pousse à croire que Masaki est en réalité la dernière de sa lignée et c'est pourquoi elle est aussi précieuse. En effet, la maman de Ryu le dit, tu as ni frère, ni sœur, ni parents et pourtant tu es ici parce que tu es une Gert Quincy, une Quincy de sang pur et ils vont devoir sûrement s'accoupler pour créer un nouveau Quincy. Et alors on a un petit peu tous les éléments d'un bon opéra. On commence à avoir Roméo et Juliette avec le Shinigami, la Quincy, l'amour interdit, d'autant plus que la Quincy était déjà destinée à être mariée avec un autre Quincy qui a un rôle prépondérant dans cette intrigue, dans le récit de Bleach, puisque ça va être le père d'un des meilleurs potes aujourd'hui d'Ichigo, qui était le dernier Quincy jusque-là, qui était Ishida lui-même, mon sang Uryu. Et qu'est-ce qu'il est fabuleux de voir que toutes les intrigues se corrèlent ensemble, enfin, lorsqu'elles sont conjuguées au passé, puisque je peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il va se passer lorsqu'on sait qu'elle va se marier avec Ishin. Les deux, ils vont faire comme dans Game of Thrones, ils vont se marier illégalement, ça va être Roméo et Juliette, ça va être tragique, mais pourtant ils vont vivre heureux, on sait, ils vont avoir 3 enfants. Alors elle va donc renoncer à son devoir de Quincy, mais pire encore, elle va se marier, non pas avec un humain, non pas avec un Gemirt Quincy,
mais bel et bien avec un Shinigami. Genre c'est la pire chose à faire, et pourtant c'est ce qui va se passer. Alors est-ce que ça va plonger encore plus les Quincy dans une sorte de colère sourde, parce qu'on sait que finalement Ryu va avoir un enfant obligatoirement? Alors je commence à paniquer si vous voulez mon avis, vu qu'on sait que les deux doivent s'accoupler en soi pour perpétuer la race des Quincy, Gert. Est-ce que, je vais dire une folie, mais est-ce que Ishida serait le demi-frère de Ichigo et ils auraient la même maman? La tension est d'autant plus palpable que ce que je craignais le plus est enfin arrivé. Ishida est contacté par le Vanderreich en personne. Alors, est-ce que Ishida, my boy, va rejoindre les Quincy? Bon, je sais pas, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Masaki est au milieu de ce triangle amoureux, d'un côté par le devoir et d'un côté par l'amour. Celui de Ishin. Et alors, je préfère l'annoncer, mais je trouve que c'est assez brillant d'écriture pour Bleach. Pour un manga où jusqu'alors, on a très peu de développement de personnages, c'est davantage fait à travers les combats, mais c'est très rarement dans les flashbacks, c'est très rarement dans une construction de personnages conjuguée au passé. On avait ça que j'avais absolument adoré pour le flashback du Urahara Capitaine, où c'était du coup lié étroitement à Aizen, et encore une fois, de manière très étroite avec Aizen, on a cette fois le flashback de la famille Shiba, de la famille Kurosaki. C'est très bien ficelé, parce que dans l'intimité, on a des très beaux sentiments, mais on a surtout toutes ces petites querelles de caste, et même de race finalement. Mais alors avant de nous pencher sur justement ce qui va faire selon moi le pont entre la suite des événements et le passé, à savoir la nuit du 17 juin, ce jour pluvieux, où la mère de Ichigo est morte dans des circonstances quelque peu étranges. Pour cela, mes amis, revenons au volume 3. Et c'est assez choquant, parce que j'ai noté plein de choses qui font que Kubo avait sans doute prévu beaucoup de choses sur cette chère Masaki. Cette chère Masaki dont j'aime beaucoup l'énergie dans le passé, puisque on a l'impression de voir la vie secrète de nos parents. Comment est-ce qu'ils se sont tombés amoureux, comment ils se sont connus. Alors moi, je vais vous noter 2-3 petites choses qui m'ont semblé pertinentes, que j'ai remarquées dans ce volume 3. Tout d'abord, Ichigo, en parlant de sa mère décédée, dit que elle était toujours très souriante et que il ne l'a jamais vue pleurer. Chose qui pour le moment est vraie, mais juste, si on s'intéresse au volume 60, on remarque que habilement, les gouttes de pluie qui tombent se confondent avec, étrangement, quelques larmes. Ensuite, on apprend que c'est sa mère qui l'a appelé Ichigo et que ça signifie, et je suis trop déçu de ne pas l'avoir vu pour mes analyses précédentes parce que vous allez voir, c'est en lien direct avec ce que j'arrête pas de vous rappeler semaine par semaine, Ichigo signifie celui qui à jamais protège quelqu'un ou quelque chose. J'arrête pas de vous dire que Ichigo, en tant que protagoniste, ce qu'il fait dans un shonen, c'est protéger. Mais alors ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Ichigo prend le temps de dire que sa mère était vraiment un être parfait et que plus que tout, il semblait que sa famille gravitait autour d'elle. Et je trouve ça très fort quand on apprend avec un plot twist de zinzin, est-ce que c'était pas ici un foreshadowing de la part de Kubo pour nous dire qu'en réalité, oui, c'est pas son père le Kurosaki, c'est elle. Alors si la famille Kurosaki gravitait autour de sa maman, c'était pas juste une image. Mais alors, lorsqu'il rentre du dojo avec sa maman, Ichigo voit une petite fille, qui est en réalité Grand Fisher, un holo bien méchant. À ce moment-là, Ichigo, qui confond un peu les fantômes, il va plonger pour essayer de la récup, parce qu'il a l'impression qu'elle va se suicider du pont. À ce moment-là, erreur fatidique, c'était en fait un bait de la part d'un holo, et lorsqu'il se réveille, il est en dessous, il est tombé du pont, etc. Désastre, mais surtout sa mère est en sang, et elle est morte, pour l'avoir protégée. Ichigo dit lui-même, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, et comment est-ce que ma mère a subi autant de blessures. Ici, on a encore une fois vraiment quelque chose de très kuboesque, quelque chose de très George Lucasesque quand je vous dis tout le temps que c'est des phrases qui sont laissées là pour plus tard mieux les exploiter. Et ici, eh ben, on a tout un réceptacle à scénario finalement. On ne sait pas ce qui s'est passé, il a laissé ça dans son volume 3 et 20 ans plus tard, on a potentiellement la réponse, je l'espère, la semaine prochaine dans le double giga épisode 12 et 13 pour clore cette première partie, j'ai très hâte de le voir. Mais alors les choses qui sont curieuses également à noter, c'est que Grand Fisher est dit comme étant extrêmement relou depuis plus de 45 ans selon les bureaux de Soul Society. C'est long, je me demande, parce qu'on sait plus tard lorsque celui-ci sera tué par Ishin, juste avant l'arc des Arrancars, que c'était du coup bien lui qui avait tué sa maman, etc., mais que c'était surtout un holo d'Aizen. C'était
une saleté que Aizen avait créée pour essayer de travailler la holomorphose. Ça remonte Aizen comme quelqu'un qui est à l'origine de tout. À chaque fois qu'on lui demandait depuis quand tu es au courant, depuis quand tu fais ça, il disait oula, bien avant. Et ça j'aime trop avec lui, on constate que le manga même se façonne autour de ses agissements. On a l'impression de découler de ce que Aizen fait dans le manga, et que si le manga est comme il est, c'est parce que Aizen l'a un petit peu écrit. C'est un peu une approche très méta de la narration, mais c'est quand même très excitant de voir que Aizen est encore là. Donc Grand Fisher, ça fait 54 ans qu'il casse les burnes à tout le monde, et du coup 54 ans c'est quand même un demi-siècle. Je me demande dans ce cas si c'est une création d'Aizen ou c'est quelqu'un que Aizen a récupéré, comme là on l'a vu, il récupère des holos avec des bribes de Shinigami pour essayer de faire ses premiers Arrancars, et d'ailleurs on en parlera, mais il a commencé à créer sa première version, le White. Et White, quand on voit le rapport avec le blanc des Arrancars, on se dit waouh, c'est le début du Commando. Mais surtout ce White, moi il m'a marqué pour une chose en particulier, tout simplement parce que quand je finis l'épisode, je lis l'équivalent en manga, et ici ça transpire davantage dans les pages que ce White ressemble à Ichigo lorsqu'il est en mode full Arrancar contre Ulquiorra. La même mâchoire, il est tout aussi élancé, mais surtout, il a ces deux cornes qui lui permettent de lancer un énorme cello. Alors la théorie est la suivante, bon ça paraît un peu évident peut-être maintenant, mais quand même, quelle révélation! Ce serait donc ce White, puisqu'il possède le nom de Blanc, qui serait alors cette White Ichigo qui l'accompagne depuis l'entraînement du Urahara. Cet Ichigo assez violent qui veut à tout le temps se battre, ce serait cette chose-là, puisque ça expliquerait pourquoi lors de son entraînement avec Urahara, Ichigo sortait avec ce masque comme si c'était inné. C'est parce que c'est sans doute inné, vu que il a hérité de ses pouvoirs grâce à la morsure de White sur sa maman, comme un zombie. Je sais pas comment ça marche, mais ça expliquerait tout. Et du coup, Ichigo, dès la naissance, était un Arrancar grâce à la morsure, un Shinigami grâce à son père, et un Quincy grâce à sa mère. Alors Ichigo va battre Grand Fisher, en tout cas essayer de le battre puisqu'il va s'enfuir et il sera battu donc, comme je disais, par Ishin plus tard. Et dans ce combat, il y a quelque chose qui me prouve que Kubo vraiment réfléchissait à tout ça déjà, c'est que Rukia essaie d'aller l'aider, cependant elle se souvient des paroles d'un homme avec des longs cheveux blancs qui lui dit « Oh attention, il existe des combats pour la fierté, et ça c'est sans doute un combat pour la fierté, donc je vais le laisser faire. » Et cet homme-là, c'était ni plus ni moins que Ukitake. Et Ukitake disait ça précisément quand Kaien allait se battre contre un Hollow qui va le tuer et qui va pousser Rukia à le tuer. C'était à ce moment précis que cet homme avec les longs cheveux blancs qu'on voit dans une toute petite case était Ukitake qui disait « Laisse Kaien tranquille, c'est un combat pour sa fierté. » Kaien qui ressemble énormément à Ichigo, les deux qui se combattent pour leur fierté, et Rukia au milieu, qui lorsqu'elle voit Ichigo combattre pour sa fierté, repense immédiatement à Kaien, qui est aussi un Shiba. Non, vraiment, c'est brillant, c'est vraiment brillant. Je veux dire, là, c'était quelqu'un qui avait tout en tête. Mais alors, la plus belle chose, c'est que dès que Grand Fisher s'en va, il se remet à pleuvoir. Et il y a toute une symbolique liée à la pluie qui est très belle. Déjà, Ishin et Masaki se rencontrent pour la première fois lorsqu'il pleut. On voit que les gouttes s'arrêtent, le temps s'arrête parce que Roméo et Juliette vont pouvoir s'aimer, un amour interdit. Et cette pluie va être un leitmotiv récurrent pour les tragédies qui vont frapper la famille Kurosaki. 17 juin, c'est aussi une date extrêmement rare. Et là, je n'ai pas vérifié, mais je pense peut-être même la seule occurrence de date précise dans Bleach, si je ne me trompe pas. Le 17 juin. Il n'y a pas d'année qui est donnée. Peut-être que là, il faut briser une frontière ontologique, à savoir qu'il faut rentrer dans le monde de l'auteur, et peut-être que c'est une référence personnelle avec une tragédie de Kubo s'étant déroulée un 17 juin, je ne saurais pas dire. Mais quoi qu'il en soit, la pluie est de retour. Et sous cette pluie, quelque chose de brillant est dit par Ishin, et je trouve ça fou parce qu'à l'époque, j'avais lu ça et je m'étais dit, c'est une vanne, parce que le père, il fait tout le temps des vieilles vannes, mais là, c'est trop gros. C'est vraiment trop gros parce que c'est irrespectueux. Il voit Ichigo, il fait, ouais... Ça fait déjà 10 ans que ta mère nous a quittés. Et là, Ichigo, il fait péter d'air, ça fait 6 ans, de quoi tu parles? Il fait, ouais, 10 ans, 6 ans, c'est pareil, quoi. Il fait pas du tout, ça fait 4 ans. Et Ichigo insiste, il dit 4 ans, c'est énorme, c'est le temps pour un collégien de devenir lycéen. Et ça, je peux pas m'empêcher de penser que c'est le rapport du temps qu'a un Shinigami, qu'il a confondu. Il s'est dit, ah merde, c'est vrai, ça fait 6 ans, pas 10 ans, parce que pour lui, 4 ans, c'est 4 jours, vous voyez? Si c'est le cas, c'est vraiment brillant. Juste après, il sort sa méga cigarette et il dit,
Ta mère disait que j'avais l'air cool lorsque je fumais. C'est d'ailleurs le seul compliment qu'elle m'a fait sur mon look. J'espère que ça on le verra du coup dans le prochain épisode, c'est tout. Mais alors, avant de revenir sur la relation entre Ishin et Masaki, il faut absolument que je vous parle de quelque chose dont je suis terrifié. En réalité, lorsque je faisais mes petites recherches dans le volume 13 pour le duel entre Kenpachi et Unohana, je voulais revoir comment est-ce que Kenpachi s'était fait battre contre Ichigo à l'époque. Et j'ai vu quelque chose d'assez dingo, regardez. Ah, j'avais pris dans mes petites notes ici mystiques, voilà, c'est ici, j'ai marqué Zangetsu fantôme blanc, volume 13, pluie. イチゴ私は雨が嫌いだ Je pense que ici, et vraiment je vous prierai à nouveau de pas me spoiler en commentaire, mais dans ce volume 13, il est dit quelque chose d'extrêmement flippant lorsqu'on voit tout le rapport à la pluie dans ce volume 60 qu'on lit. D'ailleurs, regardez, je suis obligé de vous dire que je sors pas ça de nulle part. Tite Kubo qui nous dit « Voilà une deuxième fois l'histoire du 17 juin, si possible, lisez-la un jour de pluie ». Et ben, je peux vous dire que lorsque dans le volume 13, j'ai lu, attention, Zangetsu, je parle de Zangetsu, sa lame, mais on va y revenir, qui nous dit Ichigo, attention, en vrai dinguerie, je pense vraiment que je touche un truc, hein. Ichigo, je déteste la pluie. Il pleut aussi dans ce monde. Si ton cœur est lourd, les nuages s'amoncellent. La pluie tombe à ta moindre souffrance, je ne le supporte pas. Je me demande si tu comprends aussi l'horreur, c'est un gros mot quand même, hein, quand ce monde solitaire est frappé par la pluie. Pour que cette pluie cesse, je te prêterai toute la force dont tu as besoin. Si tu me donnes ta confiance, il ne pleuvra plus jamais sur ce monde. Et confiance, tu ne te bats pas seul, Ichigo. Alors là, je suis désolé, mais je pense que j'ai trouvé le bail. Zangetsu est lié directement à la famille d'Ichigo. Et quand on voit le rapport avec les Azuchi, à savoir que lorsque un Zanpakuto est créé, d'abord c'est un Azuchi, et que lorsqu'on crée un lien étroit avec lui en tant que Shinigami, au fil du temps, on a son Zanpakuto, on constate que Ichigo n'a jamais eu de Azuchi, donné par la Division 0, mais que, étrangement, et j'arrive même pas à savoir d'où il sort en fait son Zanpakuto, puisque dès que Rukia lui a donné ses pouvoirs, il avait le sien, et après c'est lors de l'entraînement avec Urahara qu'il a développé Zangetsu en lui donnant un nom. Mais en mode c'était je nomme ma lame quoi, je nomme ma lame, je l'appelle Bégette quoi, je l'appelle Destructeur de lendemain tu vois. Mais on dirait vraiment qu'il y a quelqu'un qui est étroitement lié à son sang dans cette lame, puisque cette lame même dit « Mon ref, toi et moi, on va baiser la pluie ». Et quand on voit combien la pluie est liée au fatum de Bleach, à savoir sa destinée, à savoir sa tragédie, quand on voit que la pluie est égale nul. Et ça nous ramène directement à lorsque Ichigo avait perdu dans le monde des humains contre Byakuya et Renji, pluie. Lorsque Ichigo, Zanpakuto brisé contre le roi, pluie. Il faut que la pluie cesse sur ce monde, et pour cela, Zangetsu fera tout pour aider Ichigo. Donc voilà, je pense que la pluie est ici la métaphore de la lutte d'Ichigo et de Zangetsu contre le mal pour créer un meilleur lendemain, un lendemain avec du soleil. Ce soleil qui du coup aussi est une occurrence répétée par les deux parents. Masaki qui dit « Ne t'inquiète pas, tu es comme le soleil, tu n'as pas de péché » et le père qui dit « Brûle comme le soleil avec tes péchés ». Enfin bref, finalement les shonen c'est tout le temps lié à l'aube et au soleil, et Ichigo va briller sur ce monde et va pouvoir faire en sorte que la pluie s'estompe. Mais pour cela il lui faut un Zanpakuto, et on dit vraiment à quel point c'est dead, et même son padre le voit et lui dit « Là t'as vraiment merdé mon fils ». Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que son Zanpakuto, Aishin, s'appelle Engetsu. Déjà stylé, mais surtout, c'est Zangetsu quoi, sans le Z, hein. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment ce lien très étroit, et parce que je ne perds pas de vue deux choses. C'est que ce flashback va, nous expliquer les circonstances de la mort de la maman d'Ichigo, et que pour cela, il faut non pas que ce soit lié exclusivement à Aizen, parce que Aizen, c'est du passé. On ne peut pas résoudre quelque chose maintenant que l'antagoniste est battu. Ce flashback-là, si c'était Aizen qui avait vraiment, grâce à Grand Fisher et sa holomorphose, tué la maman d'Ichigo, ce flashback on l'aurait eu avant le final entre Ichigo et Aizen lors du Wekomondo. Narrativement ça aurait eu du sens, et ici ça n'en a aucun. Donc je pense que c'est également lié à l'intrigue de cette saison finale, et du coup au Quincy. Je pense qu'il va y avoir quelques mains souillées de la part des Quincy, peut-être Ryu, peut-être la famille des Ishida qui sont tous les guerres de Quincy, attention, mais peut-être aussi du roi Quincy. Enfin non, lui il doit être scellé, mais tous ces gens
gens-là, je pense qu'il va y avoir une sorte d'incompréhension et que il n'y a pas que Aizen qui est fautif dans tout ça. Enfin, en tout cas, je verrai. Merci toujours de ne pas me spoiler. Mais la deuxième chose, c'est que ce flashback, il est avant tout pour que Ichigo puisse revenir à ses racines et avoir de nouveaux Zangetsu. C'était le but même de soigner à la racine. On s'est dit, mon ref, tu dégages. Renji, il a réussi parce que c'est un Shinigami. Toi, t'as jamais eu de Asochi. Tu dois apprendre à développer ton Zanpakuto. Et pour cela, tu dois apprendre qui tu es parce que t'es pas un Shinigami. T'es pire que ça, tu es plus grand que ça, mais tu n'es pas qu'un simple Shinigami. Alors Isshin de son côté est au courant qu'il s'est fait attaquer par un Zanpakuto et que donc il existerait un traître. Je me demande vraiment ce qu'il va dire, mais vu que Aizen s'en sort plus tard, je ne sais pas si vraiment il va le dire ou pas. Peut-être qu'il va le cacher parce qu'il a envie de cacher Masaki aux divisions. Peut-être qu'il va omettre de dire des choses qui auraient pu changer le cours des événements par amour pour Masaki. Peut-être qu'on rentre dans un moment de divergence extrêmement précieux de l'histoire où Isshin a merdé parce qu'il est tombé amoureux. Je sais pas, je verrai, mais en tout cas, j'ai extrêmement hâte de voir le grand final de 40 minutes, 1 heure qui va sortir la semaine prochaine. J'essaierai d'en faire une analyse parce que Ichigo, je t'en prie, pour sauver Soul Society, tu dois te sauver toi-même. Et on va pouvoir continuer ce jour pluvieux du 17 juin tous ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, bien n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Merci à tous de l'avoir suivi. Moi, c'est toujours un très grand plaisir d'être avec vous pour ce grand final de Bleach. Et on se dit, je l'espère, la semaine prochaine pour la suite et fin d'Everything But The Rain.